Mon nom est Codex Urbanus, je suis un street artiste parisien et Montmartrois même, qui dessine nuit après nuit, sans autorisation, un bestiaire d'animaux fantastiques dans les rues de Montmartre, qui est en dessin direct au Posca. Et à ce jour, il y a plus de 600 créatures, toujours différentes, qui ont défilé sur les murs de la ville, au gré du nettoyage de la propreté de Paris. L'idée de faire un bestiaire m'est venue quand j'ai commencé dans la rue en me disant il fallait forcément que j'ai un projet qui soit toujours différent parce que sinon j'aurais pas envie de continuer. Mais surtout il fallait que ce soit rapide et furtif puisque l'absence d'autorisation a un corollaire qui est l'illégalité. Et donc il faut être plutôt rapide. Et l'avantage de croiser comme ça des animaux sur le mur en dessin direct, c'est que c'est super furtif. Et l'idée donc de faire ce bestiaire urbain vandale, je lui ai donné un nom qui était Codex Urbanus, qui signifie manuscrit urbain en latin. Au début, moi, je m'appelais pas du tout Codex Urbanus, je signais même avec un pseudo, les chimères au tout début. Mais comme les gens voyaient écrit Codex Urbanus sur toutes les créatures, c'est eux qui m'ont appelé Codex Urbanus. Et aujourd'hui, quand on dit Codex dans la rue, je me retourne, voilà. J'ai toujours eu une passion pour les animaux et surtout quand c'était bizarre. Plus ils sont étranges, plus ils me plaisent. Les insectes aquatiques, etc. Ça m'a toujours fasciné. Puis depuis que je suis tout petit, vraiment, dans mes cahiers de dessin, enfin des cahiers de cours même, je dessinais des monstres. Et donc tout naturellement, l'idée de passer de la feuille de papier au mur, ça se fait dans la continuité. En gros, si je vous montre des dessins que j'ai fait quand j'étais en sixième, des dessins que j'ai fait quand j'étais en réunion en entreprise, ou ce que je fais sur les murs, on voit qu'au fond c'est la même chose. L'idée des chimères, c'est de pouvoir à la fois créer un bestiaire d'animaux fantastiques, de faire des choses qui n'existent pas, ce qui m'intéresse en fait plus que des choses qui existent, où je suis en concurrence directe avec la nature, qui a finalement toujours un coup d'avance. Alors que là, de croiser des animaux, ça me permet d'avoir des combinaisons qui sont infinies et qui fait que nuit après nuit, je me recite jamais, je retrouve à chaque fois des nouvelles combinaisons et je crée des nouveaux animaux. Alors ça c'est marrant parce que tout le monde projette un peu dans mon travail. Il y a des gens qui veulent voir des choses très médiévales, très anciennes, d'autres qui voient de la génétique ou de la science-fiction même. Il y a des gens qui veulent voir de l'engagement, donc ils parlent de biodiversité, etc. En vrai, tout est faux et tout est vrai là-dedans. C'est que effectivement, ça fait partie, on baigne là-dedans. Je suis autant tributaire de la génétique que du bestiaire médiéval. Je suis autant le fils de la biodiversité que le créateur de choses qui n'existent pas. Donc oui et non. Et oui. Le bestiaire médiéval est fascinant parce que déjà il montre des animaux qui n'existent pas, qui sont l'idée qu'on s'en fait, qui à l'époque avaient autant d'existence que les animaux qui existaient. C'est-à-dire que pour un moine flamand du XIIIe siècle, faire un éléphant ou un lion, c'est pareil que de faire une licorne ou un dragon. Il a jamais vu aucun des quatre, et il a aucune raison de penser qu'il y en a qui existent et d'autres qui n'existent pas. Donc ça, pour moi, c'est fascinant. Et puis il y a l'aspect symbolique du bestiaire, qui est détaillé d'ailleurs dans de nombreux ouvrages, où effectivement, quand au Moyen-Âge, on représente un ours, en fait, on représente pas un ours, on représente une créature fantasmagorique qui a plein de propriétés magiques, plus ou moins symboliques et religieuses. Et ça aussi, c'est très intéressant pour quelqu'un comme moi, qui est pas du tout un peintre animalier. Mon but, c'est pas de représenter la réalité de certains animaux, c'est vraiment l'idée que je m'en fais. Le premier point, c'est la nature, qui est tellement créative que forcément, on découvre des animaux qu'on n'imagine pas. Il y a des trucs complètement dingues dans la nature, hein, je passerai là-dessus, mais je pourrais en parler pendant des heures. Qu'est-ce que je pourrais citer comme animal complètement dingue? La libellule que tout le monde connaît, par exemple, sa larve qui vit sous l'eau, elle se déplace par réaction, ce qui est complètement hallucinant. Et en plus, elle a un truc devant, là, qui s'appelle un masque préhensible, et donc du coup, ça cache sa gueule, et puis quand elle chasse, ça se déploie comme ça, et avec les deux crocs, ça chope les poissons, les machins, et ça injecte un liquide qui les bouffe de l'intérieur. C'est fascinant. Je veux dire, je peux toujours dessiner sur les murs, mais ça, jamais de ma vie, j'aurais pu concevoir un truc pareil spontanément. Donc le premier point, c'est la nature, clairement. Ensuite, je suis un enfant du siècle dans lequel dans l'art contemporain, on n'a pas de bestiaire, on n'a plus rien, ça a disparu. Par contre, dans la pop culture, on est nourri
constamment par des bestiaires qui vont des mangas japonais aux dessins animés américains et la bande dessinée, le cinéma. Donc, je baigne dans un monde de monstres, de créatures qui est fascinant. Et donc, en faire partie depuis que je suis gosse, c'est naturel en vrai. C'est ce monde-là qui m'intéresse. Non, non, la rue est venue bien après. J'ai commencé le street art sur le tard, hein, puisque comme beaucoup de gens, je ne m'y intéressais pas vraiment à l'époque où j'en faisais pas. Et puis, il y a eu un moment où, en fait, ma vie a changé, hein. J'ai arrêté de travailler dans un bureau, j'ai arrêté de dessiner sur des feuilles de papier. Et il y a eu un manque, puisque forcément, moi, avant ça, pendant des jours et des jours, j'étais dans des bureaux où là, il y avait toujours un morceau de papier, un crayon, où je pouvais faire des petites créatures, des machins en réunion au téléphone. Par contre, le déclic, ça a été quand j'ai eu des visiteurs américains qui m'ont demandé de faire un tour sur le street art, que je connaissais pas, et là, j'ai eu une révélation où, effectivement, de l'idée que je me faisais de ce que c'était, c'est-à-dire un truc de délinquant, et ben en fait, je me suis rendu compte que non, pas du tout, c'était une des caches secrètes où s'était réfugiée la peinture. C'est que, clairement, d'un seul coup, il y avait un monde de fresques, de figuratifs, d'œuvres d'art, qui avait lieu de manière vandale, interlope sur les murs. Et à partir de là, je me suis dit, bah finalement, est-ce que maintenant que je dessine plus, est-ce que je pourrais pas tenter ma chance sur les murs? Alors comme je suis un bon garçon, j'ai pas osé tout de suite aller directement sur le mur. J'ai d'abord fait des carreaux de céramique que je collais. Mais en vrai, il n'y a pas le plaisir, parce que moi, ce qui m'anime, c'est l'instant du dessin, le moment où il y a le trait qui se fait, etc. Et puis en plus, il faut du matos, et puis les gens les volaient. Enfin, je veux dire, c'était une catastrophe. Et il y a un jour, en sortant d'un restaurant avec un petit coup dans le nez, on m'avait dit, il y a des Posca, je sais pas ce que c'était, des espèces de marqueurs à peinture, et j'en avais acheté un. Et puis je me dis, bah tiens, je vais essayer. Et je m'en souviens toute ma vie, hein. Le premier jour où j'ai tracé un trait sur le mur dans la rue comme ça, il y a eu une montée d'adrénaline forcément, mais il y a eu aussi le temps qui s'est arrêté. Il y a quelque chose d'extrêmement régressif et de jouissif qui a lieu quand on fait ça. Ben, alors ensuite, c'est là où je me suis dit, mais en vrai, pourquoi moi je suis animé de ce besoin irrépressible de dessiner, au point que à 40 ans, je suis là à dessiner sur les murs. Comment on en est arrivé là? Pourquoi il y a cette cohorte de gens dans le monde entier qui font ça? Ce mouvement extraordinaire hein, qu'est l'art urbain. Et il a fallu que je me pose la question de pourquoi l'art était dans la rue. Comme je trouvais pas de réponse dans les livres que je trouvais, et Dieu sait que pourtant il y a une bibliographie gigantesque, mais c'est souvent des très beaux livres avec des photos, des images, mais qui répondaient pas du tout à cette interrogation-là, je me suis attelé à trouver la réponse moi-même. Et en fait, c'est en faisant ces recherches que j'ai compris notamment l'importance d'Ernest Pignon-Ernest dans cette histoire, qui est une importance cruciale. Enfin, je veux dire, il y a un avant et un après Pignon-Ernest. Ça, Ernest Pignon-Ernest, je l'ai connu en m'intéressant au street art, comme beaucoup de gens. C'est-à-dire que Ernest Pignon-Ernest, finalement, ne travaille pas à Paris, donc je suis jamais tombé, moi, sur une œuvre de Ernest Pignon-Ernest dans les rues de Paris. Ça m'est jamais arrivé. En revanche, c'est parce que quand on évolue dans ce monde, très rapidement, le nom de Ernest Pignon-Ernest arrive, et on se dit, bah tiens, qui donc est-ce? Et là, en fait, quand on commence à remonter cette cascade, on fait des découvertes qui sont majeures et qui sont éclairantes sur cette pratique que nous avons, puisque moi, quand j'ai commencé le street art, je me suis dit, je suis dans la lignée du graffiti. Le graffiti, c'est quoi? C'est un mouvement à part entière, né aux États-Unis, qui consiste à écrire son nom, son blaze, à la bombe, etc. Il y a tout un code d'honneur du graffeur qui se toille, machin, il s'engueule, c'est territorial. Il se trouve que moi, j'ai rien d'un graffeur. Ni dans la forme, ni dans le fond. Je fais pas du tout du graffiti. Et donc du coup, j'étais un peu comme le vilain petit canard, et je constatais qu'autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le street art, mais qui faisaient pas du graffiti, qui s'en revendiquaient pas, y compris des gens très célèbres, hein, comme Invader ou JR, ils font pas de graffiti, ces gens-là. Et donc du coup, je me suis dit, mais il doit y avoir une autre piste, il doit y avoir autre chose. Et bim, c'est là où je découvre Ernest Pignon-Ernest. Et quand je découvre le travail d'Ernest Pignon-Ernest, je me dis, voilà la clé qui me manquait. Ce mec-là, il est dans la rue, en vandale, il ne demande pas l'autorisation, et lui, il met pas son nom, etc., il met du dessin. Il met du dessin, mais comme du dessin de la Renaissance italienne. On est
On est sur quelque chose qui a rien à voir du tout avec le graffiti, qui est complètement une sorte d'art d'atelier ancien, et qui est placé dans l'espace public, sans autorisation, pour suivre un projet contextuel, qui nous raconte, qui nous parle de la rue et de l'endroit. Et en faisant ça, il crée le street art. Et alors, il veut peut-être pas le reconnaître lui, mais il est, avec Zloty Camien, les deux premiers qui ont cette démarche, qui ne sont pas du graffiti, et d'ailleurs ils ne peuvent pas, parce que le graffiti apparaît dans les années 60 aux États-Unis, et eux, ils commencent à travailler dans les années 60 en France. Donc ils se connaissent pas. C'est une coïncidence, qu'en est faussement une, parce qu'il y a tout un ensemble à côté qui fait que peut-être les gens sont obligés de mettre de l'art sans autorisation parce qu'ils peuvent plus le mettre ailleurs. Ça, c'est une autre thèse. Mais toujours est-il qu'ils commencent au même moment que le graffiti, indépendamment, et donc il ouvre une deuxième piste, qui est la piste du street art. Et cette différence, d'ailleurs, elle existe même dans la personne des acteurs. Un graffeur se considère pas comme un artiste. Il obéit à d'autres règles. Alors que le street artiste, lui, il est bien conscient de sa démarche artistique. Et Ernest Pignon-Ernest ou Zloty Camien sont des gens qui se considèrent comme des artistes quand ils interviennent. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que les deux sont autodidactes. Ce qui est mon cas aussi. Alors là, il y a aussi toute une série de choses qui me fait penser, mais pourquoi est-ce que nous autres, tous, là, on a cette espèce d'urgence à mettre de l'art non sollicité dans l'espace public, alors que on fait tous autre chose. Je veux dire, Ernest, il était architecte, et du coup, ça m'a poussé dans ma réflexion, pourquoi l'art est dans la rue, cette existence d'artistes qui finalement ne peuvent rien faire d'autre que d'exister dans la rue sans autorisation, et ben ça a nourri ma réflexion sur ce mouvement auquel j'appartiens. J'ai été fasciné par son engagement, qui est assez courageux, parce qu'en fait, dans le street art, on a beaucoup d'engagements un peu faciles, hein, genre la pauvreté c'est pas bien, bon oui, on est tous d'accord. L'engagement d'Ernest, lui, il est quand même plus clashy. Pareil, hein, sur les interventions à Nice sur l'apartheid, etc., c'est des choses qui sont... et là, pour le coup, on est bien avant, hein, on est en 74, il me semble. J'ai beaucoup aimé sa série dans les cabines téléphoniques, que j'avais trouvé assez bluffante, notamment en termes de contextualisation de son œuvre. Mais voilà, oui, donc c'est... Et puis il y a ce côté dessin... On pourrait se dire c'est un dessin de Michel-Ange, hein, ce qu'il fait. Il y a quelque chose d'extrêmement classique, qui est super sympathique et qui donne un clash supplémentaire dans la rue où on n'attend pas un travail de cette qualité dans l'espace public.